Bonjour, je suis François Vigneron. Bienvenue dans cette classe virtuelle. Dans cette dernière séance du cours d'outils maths physique, nous allons d'abord, dans une première partie, faire des rappels sur les équations différentielles. Et puis nous verrons deux applications importantes des équations différentielles. Une concernant l'épidémiologie, et qui, je pense, fait particulièrement sens actuellement. Et puis une deuxième application en cinétique chimique, où nous verrons que les équations sont en fait assez similaires. Alors, voici la première partie, un petit bilan de ce qu'on a vu dans les 5 premières séances du cours. On a étudié des équations différentielles de différents ordres. Donc on a commencé par étudier l'équation d'ordre 1. Alors, une équation différentielle d'ordre 1, c'est un problème de la forme suivante, y' plus ay égale à f, avec une donnée initiale. La valeur initiale, c'est y0. Les valeurs des coefficients a de x et f de x, en fait, ce sont des fonctions qui sont données dans le problème. On s'autorise à ce que ces valeurs puissent dépendre du paramètre x. Et ce que ça modélise, c'est l'évolution d'un système où l'entrée du système, donc le contrôle extérieur, c'est la fonction f de x. L'état du système, c'est la variable y. Ce qui se passe à l'intérieur du système, c'est géré par le paramètre petit a. Et donc, sachant ce qui rentre et comment est le système, eh bien, on aimerait pouvoir prédire quel va être son état, donc quelle va être la fonction y. Donc la fonction y, c'est notre inconnu. Des exemples de systèmes d'ordre 20, ça peut être la tension dans un circuit électrique particulièrement simple, juste résistance condensateur. Ça peut être une population de particules en modèle de radioactivité avec un coefficient A qui est constant. Ça peut être des modèles de population de pathogènes, des bactéries, des virus, des populations d'individus, modèle de proie, nombre de patients. Ou des problèmes de concentration de composés chimiques, donc la cinétique, dont on verra les applications après. L'exemple le plus simple d'équation différentielle d'ordre 1, c'est une équation de cette forme, avec un coefficient A constant, un second membre nul, on appelle ça une équation homogène. Nous avons vu que dans ce cas-là, la solution, c'est une transition exponentielle entre la valeur initiale et la valeur d'équilibre finale. Donc ici, dans ce cas particulier, y de x, la solution, c'est 5 exponentielle moins x sur 2. Et au contraire, un exemple un petit peu plus élaboré, c'est celui-ci. Vous avez un coefficient a sinus x qui dépend de x, une fonction f qui elle aussi dépend de x, toutes les deux sont données. À partir de la valeur initiale, de l'état initial du système 3, on peut voir comment le système va évoluer au cours du temps. Alors là, l'intérêt, c'est pas tellement d'avoir une formule explicite, on peut en obtenir une, mais c'est plutôt de prendre conscience que l'interaction entre ce qui se passe à l'intérieur du système, donc ce qui est modélisé par la courbe grise, la fonction sinus, ce qui se passe à l'extérieur du système, donc la force extérieure, donc le 1,5 plus cosinus x, vont interagir, et bien que les deux soient périodiques, on va avoir une évolution qui globalement, même si les pics se répètent à intervalles réguliers, l'amplitude change, donc on a un phénomène relativement complexe, un phénomène d'instabilité, qui est modélisé par cette équation d'ordre 1. Donc on voit que rien que dans la classe que j'ai présentée, la classe de ces équations, on peut modéliser des phénomènes relativement complexes. Alors, nous avons vu comment résoudre une équation différentielle d'ordre 1. La méthode consiste à résoudre deux problèmes intermédiaires. D'abord, on va ignorer la condition initiale et ignorer le second membre. Donc on va juste résoudre y' plus ay égale 0. On appelle ça le problème homogène. Donc on obtient une solution très simple, ce qui est h de x égale constante exponentielle moins alpha x, où alpha c'est une primitive du coefficient a. En particulier, si a est constant, alpha c'est juste ax. Deuxièmement, deuxième problème intermédiaire, on va à nouveau ignorer la condition initiale, mais cette fois-ci intégrer le second membre f.
Donc on va chercher une solution particulière, p de x, qui va être de la forme z exponentielle moins alpha x, où z c'est une fonction. Donc on garde la même structure que la solution homogène, mais on autorise à ce que la constante bouge. On appelle ça la variation de la constante. Bon, alors quand on cherche une solution particulière sous cette forme, on se rend compte qu'on peut calculer z, on met ça dans l'équation, on calcule, on l'a déjà vu, et ce qu'on obtient, c'est que z, c'est nécessairement une primitive de la fonction f de x exponentielle alpha x. Donc ça tombe bien. À l'étape 1, alpha, on l'a calculé. Donc maintenant, on obtient une fonction, un membre de droite qui est complètement connu, f de x exponentielle alpha x, donc on peut en calculer une primitive. Et donc on obtient une solution particulière p de x. Et enfin, troisième étape, une fois qu'on a obtenu la solution homogène et la solution particulière, l'unique solution exacte du problème d'ordre 1 posé initialement, elle s'obtient comme la superposition des deux précédentes, donc solution particulière plus solution homogène. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajuster la constante c de la solution homogène, qu'on n'a pour le moment pas calculée. On va l'ajuster en cette dernière étape. Donc on prend y0 moins p de 0 de façon à obtenir la bonne valeur initiale du problème. Alors, comme vous l'avez vu, donc pour résoudre une équation d'ordre 1, finalement, grâce à cette méthode, on est ramené à juste 2 calculs de primitives. Donc, comment fait-on, rappel, pour calculer une primitive? Il y a un théorème qu'on a vérifié, qu'une primitive d'une fonction g de x donnée, c'est à une constante près l'intégrale de 0 à x de la fonction g. Donc la primitive correspond à l'idée d'air sous la courbe. Et donc cette fonction g, quand on la calcule avec cette formule, c'est la primitive qui s'annule en x égale 0. Vous voyez, si je prends x égale 0, g de 0, bah, c'est l'intégrale de 0 à 0, donc c'est nul. Les autres primitives s'obtiennent en ajoutant une constante s'il y a besoin. Alors, comment on fait pour calculer l'intégrale? Eh bien, il y a plusieurs méthodes. Soit on a directement une valeur dans les tables de primitives. On a vu qu'on peut utiliser d'abord l'intégration par partie, dans certains cas, utiliser un changement de variable. On peut aussi être amené à utiliser une combinaison des trois, c'est-à-dire certaines intégrales, pour les calculer, il faut faire 2 intégrations par partie successives ou une intégration par partie, puis un changement de variable. Donc tout est possible, jusqu'à se ramener à des intégrales plus simples qu'on trouve dans les tables. Voilà, donc j'ai fait remarquer qu'on peut changer, là j'ai mis une formule qui commence à 0, si vous voulez une primitive qui s'annule en 1, vous commencez l'intégrale à partir du point 1, bien sûr. Un autre point important, c'est, vous voyez, le rôle subtil entre x et t. Ici, la fonction g, on est en train de l'intégrer, donc calculer l'air sous la courbe, donc il faut une variable qui va être mobile pour parcourir, si vous voulez, la zone sous la courbe, donc c'est le g de t, donc il faut une variable t, et puis le résultat, comme on intègre jusqu'à x, le résultat, c'est une deuxième variable, donc il faut des noms différents. X, c'est la variable extérieure, t, c'est une variable muette. Donc j'insiste bien là-dessus pour que les formules restent correctes. Alors, maintenant, dernier aspect des rappels, c'est l'équation différentielle d'ordre 2. Donc, une équation différentielle d'ordre 2, celle qu'on étudie dans le cadre de cette classe, ce sont exclusivement des équations à coefficient constant, c'est déjà assez complet comme ceci. Donc, y seconde plus ay' plus by égale un second membre, f. Alors, ça modélise toujours l'évolution d'un système, mais cette fois-ci, l'état du système comporte 2 aspects. C'est non seulement la valeur de la fonction, mais aussi la valeur de sa dérivée. Ça sera un petit peu plus clair dans ce qui suit. Donc on a besoin de spécifier 2 conditions initiales, à la fois la valeur initiale et la valeur de la dérivée. Quand on fait ça, le problème admet une solution unique. Alors, les systèmes qui sont modélisés par une équation différentielle d'ordre 2, on en trouve, l'exemple le plus courant, c'est la mécanique, où y correspond à une position, y' une vitesse, y seconde une accélération, et d'après la loi de Newton, l'accélération est proportionnelle à la force. C'est comme ça qu'on obtient l'équation différentielle.
Mais on retrouve aussi ces modèles-là dans tous les systèmes où il existe un couplage entre deux grandeurs, ou aussi si vous avez des systèmes où il y a un mécanisme de rétroaction. Donc plein de phénomènes où on a une autorégulation, c'est-à-dire qu'un changement d'une certaine grandeur va modifier une autre, et cette seconde grandeur, un changement va remodifier la première. Donc on a un phénomène qui peut souvent conduire à une autorégulation, mais évidemment parfois aussi à un phénomène d'instabilité. Donc on peut en trouver des modèles dans les circuits électriques, dans des exemples un peu plus élaborés de population, modèles de population pathogène, nombre d'individus. Peut-être pour mieux comprendre ce qui se passe dans un système d'ordre 2, c'est intéressant de regarder la quantité suivante. Donc vous voyez la y carré plus y prime carré essentiellement, avec des constants de normalisation. Et cette grandeur-là, c'est ce qu'on appelle l'énergie interne du système. Et l'idée d'un système d'ordre 2, c'est que l'énergie peut s'exprimer de deux façons concurrentes. Il y a un terme qui, vous voyez, est lié à y de t, c'est 1,5 de y carré. Donc c'est lié à la position, à la géométrie du système, c'est ce qu'on appelle l'énergie potentielle. Et puis il y a un terme qui se calcule à partir de la dérivée, donc il est lié à la variation de la géométrie, et donc ça c'est un terme d'énergie cinétique. Donc quand on calcule la dérivée de cette grandeur, donc la dérivée de y carré, c'est 2y prime, avec le facteur 1,5 ça se simplifie, donc il reste y prime. Même chose pour le deuxième terme. Le y seconde, on l'obtient à partir de l'équation. Y seconde c'est f moins ay prime moins by. Donc je remplace, j'obtiens cette expression. Et vous voyez qu'ici, le y qui est ici va se simplifier avec le moins by sur b, le b s'en va, donc le y disparaît, il ne reste plus que deux termes. Un terme négatif en moins y prime carré, qui a un coefficient de dissipation, et cela exprime que l'énergie interne du système oscille entre ces deux formes d'expression, soit potentielle, soit cinétique, mais que le transfert d'un mode d'énergie à l'autre coûte de l'énergie. Et combien ça coûte, c'est réglé par la valeur essentiellement de la constante A. Et donc, ça produit une dissipation, l'énergie est peu à peu dissipée. Et puis, il y a un deuxième terme responsable de la variation d'énergie, c'est un terme en f fois y prime, qui est donc lié à la force extérieure, donc à l'apport d'énergie par la force extérieure. Alors, l'exemple le plus simple que je peux vous donner, c'est cette petite vidéo que j'ai réalisée associée au pendule. Donc, vous avez les oscillations du pendule. Donc, on le voit, ça correspond en termes, l'angle varie en fonction du temps, se réduit peu à peu puisque le pendule revient à l'équilibre. Et quand on le regarde en termes énergétiques, quand le pendule est à sa position la plus haute, l'énergie s'exprime sous forme potentielle. Et puis, lorsque le pendule oscille et qu'il arrive à son point le plus bas, là, l'énergie potentielle a été convertie en énergie cinétique. Et puis, cette conversion va continuer jusqu'à ce que toute l'énergie soit dissipée. Et donc, vous avez le phénomène naturel du pendule oscille jusqu'à revenir au repos. Donc ça, c'est l'exemple typique d'un système d'ordre 2. Pour résoudre un système d'ordre 2, nous avons vu la méthode suivante. Donc, on remplace les dérivées par des puissances. Donc, on va résoudre une équation polynomiale auxiliaire r carré plus ar plus b égale 0. Et en fonction de la nature des solutions, on a différentes formules pour la solution y de x. Alors, comme pour l'équation d'ordre 1, la solution, c'est la somme de deux termes, une solution particulière plus une solution homogène. Alors, la solution particulière, donc, qui est liée à la présence de f. Si f est nul, vous prenez p égale 0. Mais si f n'est pas nul, comment est-ce qu'on calcule p? C'est ce qui est expliqué ici. Pour obtenir la solution particulière, ce qu'on a vu, c'est vous la cherchez de la même nature que f. Donc si f est 0, p est 0. Si f est constant, on va chercher p constant. Et dans ce cas-là, si p est constant, ce sera la valeur constante de f divisée par b.
Si f est un polynôme, on va chercher la solution particulière de type polynôme. Si f est de type polynôme fois exponentielle, et bien même chose, on cherchera f sous cette forme polynôme fois exponentielle. Donc vous en verrez des exemples en TD. La solution générale de l'équation, c'est donc une somme de le terme solution particulière plus solution homogène. Alors, la solution homogène, eh bien, elle change de nature selon les racines de l'équation auxiliaire. Donc, si l'équation auxiliaire admet deux racines réelles, dans ce cas-là, ça ressemble à l'ordre 1, on a juste deux termes exponentiels, a exponentielle R1x plus b exponentielle R2x, et on va déterminer les constantes a et b à partir des données initiales. Donc, vous voyez, là, on va obtenir un système. Hein. La valeur en 0, eh bien, c'est P de 0 plus A plus B. Et donc, ça va être égal à Y0. Donc, première équation sur A et B. Et puis, si on dérive, ben, Y' de 0, c'est P' de 0 plus A fois R1 plus B fois R2. Et du coup, on obtient une deuxième équation parce qu'elle doit être égale à Y de 0'. Donc, on obtient un système de 2 qu'on va résoudre. On va obtenir les valeurs de A et B. Bon. Alors, on peut, au contraire, si on a deux racines complexes conjuguées, alpha plus ou moins i oméga, dans ce cas-là, la méthode est essentiellement la même, sauf que l'expression de la solution homogène est différente. Elle est de la forme exponentielle alpha x, la partie réelle, fois a cosinus oméga x plus b sinus oméga x. Donc à nouveau, a et b, on va les déterminer à partir des conditions initiales, toujours en résolvant un système de 2. La différence ici, c'est que quand on avait deux racines réelles, on a une transition exponentielle entre l'état de départ et l'état d'équilibre, alors que quand on a des racines complexes conjuguées, le système d'ordre 2, ben, il est vraiment comme typique celui du pendule. On va avoir des oscillations qui sont amorties, en tous les cas, enfin, modifiées exponentiellement, donc amorties si alpha est négatif, ou amplifiées instabilité si alpha est positif. Dernier cas particulier que je mentionne, c'est le cas de la racine double réelle. Donc deux racines, donc R1 égale R2 sont identiques, donc dans ce cas-là, on obtient une racine double. Dans ce cas-là, la solution homogène, elle s'exprime sous la forme AX plus B fois exponentielle R0x. Voilà, donc avec ça, on est en mesure de calculer la solution pour n'importe quelle équation d'ordre 2 à coefficient constant. Nous allons nous consacrer maintenant à l'application des équations différentielles pour l'étude de l'épidémiologie, c'est-à-dire la propagation des maladies. Et c'est évidemment un sujet particulièrement important aujourd'hui, puisque si nous sommes amenés à faire cours à distance, c'est justement à cause du danger de propagation du coronavirus. Donc, essayons de comprendre le modèle. Dans une croissance d'une épidémie, on a essentiellement 4 phases. Une phase de population saine, puis à un instant donné, on a l'émergence d'un pathogène, et puis cet individu va contaminer, là, le principe du modèle, c'est que l'individu peut contaminer ses voisins par contact direct. Donc on est dans une phase de propagation. Et puis, après quelques étapes, on arrive dans une phase plutôt de saturation, où là, vous voyez d'une part que dans ce modèle très simplifié, tous les individus potentiellement peuvent être atteints en un coup. Donc ils sont voisins de quelqu'un contaminé, mais surtout, mathématiquement, il y a le problème de cet individu, qui est que cet individu ne peut plus contribuer à la propagation de la maladie, puisque tous ses voisins autour de lui sont déjà malades. Alors, je vais vous présenter deux modélisations mathématiques de ce phénomène. Le modèle le plus naïf qu'on peut imaginer, c'est celui-ci. Donc on a une population totale P. M de T, c'est le nombre d'individus qui sont malades à l'instant T. Et on a un certain taux de contagion K, strictement positif. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la dérivée du nombre d'individus malades à l'instant T, donc
c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas par unité de temps, est proportionnel au nombre d'individus malades, avec un facteur de contagion, K. Donc c'est une équation différentielle du premier ordre, à coefficient constant. Donc on a calculé sa solution dans la première partie du cours. M de t, c'est m de t0 fois exponentielle k t moins t0. Alors bon, évidemment, il faut partir de au moins un individu malade pour que obtenir une solution non nulle. Hein. Mais dès qu'on a un individu malade, donc je prends m de t0 égale à 1, et bien j'ai une croissance exponentielle du nombre d'individus malades, et en particulier c'est pour ça que ce modèle est naïf, puisque vous voyez qu'il nous prédit qu'en un certain temps, un temps fini, le nombre de malades va excéder le nombre total de la population. Donc ce modèle-là est évidemment naïf, puisqu'il ne peut pas y avoir plus de malades que la population totale. Alors, pour corriger ce modèle et avoir quelque chose de un petit peu plus réaliste, il faut prendre en compte le phénomène dont j'ai parlé ici, c'est le phénomène de saturation, que l'individu qui est ici, il ne peut plus contribuer à la croissance de la maladie, alors que dans ce modèle-ci, vous voyez, l'individu-là, il contribue pour une certaine valeur de m, et donc il contribue à faire croître le nombre de malades. Or, dans la réalité, ce n'est pas le cas. Donc, il va falloir corriger cette équation pour tenir compte de la saturation. Alors, l'idée de la saturation, c'est de prendre le coefficient k et de le multiplier par un facteur qui est lié au nombre de malades dans la population. Donc vous voyez, c'est le facteur 1 moins m sur p. Donc quel est ce facteur? Vous voyez, si le nombre de malades donc, qui va de 0 jusqu'à p, la population totale, la valeur de 1 moins m sur p, c'est une fonction affine qui va de 1 à 0. Donc quand le nombre de malades est très petit, le coefficient qui est ici, il est proche de 1, donc on s'attend à avoir une croissance exponentielle. Par contre, quand le nombre de malades s'approche du nombre total de la population, là, ce coefficient devient tout petit, et dans ce cas-là, le coefficient qui est ici va devenir beaucoup plus petit. Alors, on va essayer de calculer les solutions de cette équation, qui s'appelle l'équation logistique. Alors, donc, ce que je fais, c'est que je divise les deux membres par le membre de droite. Hein, vous voyez, donc je divise par 1 moins m de t sur p fois m. Donc, j'obtiens l'équation sous cette forme. Alors, une fois que j'ai obtenu l'équation sous cette forme, on va être capable, en fait, de calculer la solution très simplement. Donc, je vais vous montrer les différentes étapes du calcul. Ce qu'on fait, c'est on intègre en temps, donc entre l'instant du premier malade, t0, jusqu'à l'instant t, cette équation. Donc, si cette fonction est égale à celle-ci, leurs intégrales doivent être les mêmes. Donc, à gauche, j'ai une intégrale, gardons-la sous la main pour le moment, on va voir comment la calculer après. Et puis, dans le membre de droite, j'intègre k sur l'intervalle t0t, la primitive c'est k fois t, donc le membre de droite, son intégrale vaut k fois t moins t0. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on calcule l'intégrale de gauche? L'intégrale du membre de gauche, en fait, on a un moyen très simple de la calculer. On peut trouver une primitive. Alors, je vous la donne. La primitive, c'est la fonction qui est ici, log de m sur p moins m. Alors, vérifions que c'est une primitive. On va le faire dans ce sens-là. Vérifions-le. Donc, on va dériver cette expression et voir qu'on obtient bien l'expression qui est ici. Alors, ça, c'est une dérivée d'une expression de la forme log de u. Donc, la dérivée, c'est u' sur u, donc je vais avoir le u' qui est ici, et sur u, divisé par une fraction, c'est multiplié par l'inverse, donc je multiplie par l'inverse de cette fraction. Bien. Maintenant, je dérive cette fraction, donc j'écris plus les s, sinon on ne voit plus rien. Donc ça va être une fraction, la dérivée de a sur b, c'est a'b moins ab' sur b carré. Bon, on a cette expression, multipliée par le deuxième terme, j'ai rien changé. Et maintenant, on simplifie. Le p-m se simplifie avec le p-m au carré, il me reste p-m. Le moins mm' ici, quand je développe, il va se simplifier avec le plus mm' qui est ici. Donc ce terme disparaît, il reste juste pm'.
Et il donc reste un seul P-M au dénominateur, puisque ça s'est simplifié avec celui-ci, et un dernier M au dénominateur. Donc finalement, c'est l'expression, alors de passage d'ici à là, je divise numérateur et dénominateur par P, donc il n'y a plus de P au numérateur, et il y a 1 moins M sur P au dénominateur. Donc l'expression qui est ici. Donc la fonction qui est là, elle avait l'air compliquée, mais en fait, on peut trouver une primitive. Et donc comme on peut trouver une primitive, eh bien on peut calculer l'intégrale de gauche, c'est juste la différence des valeurs de cette fonction en t et en t0, ce qui nous donne la formule suivante. Donc j'écris la primitive, sa valeur en t moins sa valeur en t0 est égale au membre de droite kt moins t0. Alors, je continue le calcul, comment est-ce que je vais obtenir m à partir de cette formule? Donc je mets t0 égale 0 pour simplifier les formules, donc j'écris cet accroissement. Donc la valeur en t, c'est égal à la valeur en 0 plus kt. Et puis je prends l'exponentielle, donc les logarithmes disparaissent. L'exponentielle d'une somme, c'est un produit d'exponentielle. On obtient la formule qui est ici. Ensuite, eh bien, vous voyez que le m de t qui est inconnu, il apparaît deux fois. Une fois au numérateur, une fois au dénominateur. Et le membre de droite, bon, c'est quelque chose de connu. Donc ce que je fais, c'est que je vais multiplier les deux membres par p moins m, par le dénominateur. Donc j'obtiens ceci. Et de cette façon, j'ai obtenu une équation du premier degré en m de t. Si vous pensez m de t, c'est x. C'est x égale quelque chose de connu moins quelque chose de connu fois x. Donc c'est une équation du premier degré qu'on résout. Alors pour obtenir là une formule un petit peu plus simple, j'ai divisé par p d'abord. Donc m sur p, c'est cette expression. Là j'ai divisé par p, donc j'ai du 1 moins m sur p. Même chose dans la fraction, je divise par, alors dans la fraction, pardon, je divise par m pour que l'expression soit le plus simple possible. Donc il y aura exponentielle kt, p sur m moins 1. Et donc, équation du premier degré, je fais passer le m de t sur p de l'autre côté. Donc je vais avoir 1 plus ce coefficient qui apparaît dans le membre de gauche, ce coefficient qui reste dans le membre de droite. Et finalement, quand je divise celui-ci par celui-ci, j'obtiens la valeur de m de t sur p, c'est-à-dire la fraction de la population qui est malade à l'instant t. Elle est donnée par cette formule. Bon, donc on arrive, vous voyez, à résoudre l'équation logistique qu'on avait posée ici. Alors, bon, c'est pas tellement la formule qui est importante, c'est de voir le graphique. Le graphique correspondant, donc qui nous exprime le nombre de cas en fonction du temps. Le modèle naïf qu'on avait vu, croissance exponentielle, eh bien, évidemment, il était naïf parce qu'il dépasse la population totale en temps fini, ce qui n'est pas réaliste. Alors que le modèle logistique, eh bien, il prend en compte le phénomène de saturation. On a bien un début d'épidémie qui est de type croissance exponentielle, puis dans une deuxième phase, une phase de propagation qui, elle, est plutôt linéaire, et puis enfin, une phase de saturation dans laquelle la transition se fait à nouveau comme une exponentielle vers la valeur limite P. Et donc du coup, dans ce modèle-là, le nombre P, c'est le nombre total d'individus qui vont être malades à la fin. On suppose évidemment ce nombre est connu dès le départ. Potentiellement, ça peut être toute la population. Alors, maintenant, essayons de rendre les choses un petit peu plus réalistes par rapport à ce modèle logistique, encore. C'est de prendre en compte les limites du système de santé. Donc, évidemment, on a une capacité d'accueil limitée en nombre de lits, en nombre de médecins, et surtout, il y a le temps qu'il faut, la constante de temps qu'il faut pour traiter un patient. Disons, appelons ça taux. Le nombre de nouveaux cas à traiter sur un intervalle de temps taux, eh bien, c'est le nombre de malades à l'instant t plus taux moins le nombre de malades à l'instant t. Donc sur cet intervalle de temps, il y aura cet accroissement du nombre de malades. Et donc la charge du système de santé, eh bien, il faut traiter ces nouveaux cas dans l'intervalle de temps. Et donc la charge du système de santé, c'est essentiellement, on peut l'approcher par le rapport de ces deux quantités, m de t plus taux moins m de t sur taux, qui, en première approximation, c'est ce taux d'accroissement, on va l'approcher par le nombre dérivé, la dérivée du nombre de malades. Alors, si je reprends la courbe bleue,
obtenu par l'équation logistique, et que je calcule M', donc pour modéliser la charge du système de santé, eh bien on obtient la courbe suivante. Donc en fonction du temps, la charge du système de santé est une sorte de courbe en cloche, avec un pic à un certain instant. Et le danger, et c'est la raison pour laquelle nous sommes confinés aujourd'hui, c'est si le pic peut potentiellement dépasser la capacité d'accueil du système de santé. Parce que ça veut dire que tous les nouveaux malades qui sont dans la zone grisée, eh bien, c'est des malades que le système de santé ne pourra pas s'occuper d'eux. Donc évidemment, c'est très problématique. Alors, par contre, là où on va comprendre le mérite des méthodes de confinement et des consignes sanitaires qu'on nous a données, nous laver les mains, etc., c'est la seule façon que nous avons de vaincre cette épidémie, c'est de jouer sur le coefficient K. Parce que vous voyez, quand on fait le calcul, quelle est la hauteur du pic de M', eh bien la hauteur du pic, par calcul, on peut l'obtenir, c'est proportionnel à K. Alors si c'est proportionnel à K, ça veut dire que si on est capable de changer un petit peu le coefficient de propagation du virus, justement en respectant les consignes sanitaires, eh bien on va être capable de changer la valeur du pic. Et donc on obtient cette courbe-là. Donc là, vous voyez, j'ai fait deux simulations. Déjà, regardons juste la bleue et la rouge. Par rapport à la bleue, la rouge, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, je vais modifier le coefficient de propagation du virus, je vais le réduire de 30%. Donc au lieu d'avoir K, je vais prendre 0,7 K. Si je le réduis de 30%, ben, vous voyez que comme le pic est proportionnel à K, la réduction de charge sur le système de santé, eh bien, elle est aussi de 30%. Et donc là, évidemment, j'ai dessiné un cas idéal où eh bien, on va on va rester en dessous de la capacité d'accueil du système de santé dans le nouveau modèle. Et donc, tous les patients seront traités. Voilà. Donc, ça, c'est très important. Mais il faut aussi savoir que cette courbe, vous voyez, elle est très sensible à la valeur de K. C'est-à-dire que pour... si on ajuste, si on change 1% sur la valeur de K, on réduit le pic de 1%, puisque justement le pic est proportionnel à K. Bon, bah imaginez la situation où même la zone morbide qui est ici, donc les gens qui ne peuvent pas être pris en charge par le système de santé, dépasse la capacité d'accueil uniquement de 2%. Ben, si on est capable de réduire le coefficient K de 1%, ben, ça veut dire que le pic va descendre de 1%. Mais si on descend de 1%, comme globalement j'avais dit ici j'ai 2% de plus, je suis en train de couper la hauteur de ce pic en deux, de la zone grise. Donc ça veut dire que je divise par 2 la morbidité associée à la non prise en charge par le système de santé. Donc c'est vraiment le cas, hein, sur ce dessin-là, où le prof de maths vous explique pourquoi 1 égale 50. Une petite modification du coefficient K de 1% peut changer 50% de mortalité associée à la prise en charge dans le système de santé. Voilà, donc c'est vraiment cette idée-là qu'un petit effort ici peut avoir un énorme effet sanitaire sur la population. Et puis il y a un deuxième phénomène, donc là j'ai pour le moment parlé uniquement d'un coefficient de propagation constant, mais il y a un deuxième phénomène qui est possible et envisageable, c'est que les efforts que nous faisons peuvent radicalement changer le coefficient de propagation du virus. Et donc si on a un coefficient K qui commence à lui-même dépendre du temps, donc l'équation est un petit peu plus compliquée à résoudre, mais je l'ai fait numériquement pour vous ici. Et vous voyez que dans ce cas-là, on peut avoir un phénomène d'extinction prématurée. Donc en particulier, la courbe verte, hein, c'est la courbe absolument idéale, où là, au lieu d'avoir un nombre de malades qui est la population P totale, dans le cas bleu comme dans le cas rouge, hein, dans le cas bleu et rouge, le nombre de malades total est le même. Alors que dans le cas vert, le nombre de malades global va être strictement inférieur à P. Voilà, donc ça c'est le modèle
le modèle logistique et ses variantes pour l'épidémiologie. Donc c'est évidemment une équation différentielle. Et peut-être que ce graphique-là vous permet un petit peu de mieux comprendre la portée des mesures de confinement. C'est vraiment pour réduire la hauteur de ce pic et essayer d'éliminer les quelques pourcents qui dépassent ici, qui seraient associés à une très forte mortalité. Certains d'entre vous ont peut-être rencontré ce graphique sur les réseaux sociaux. Aux États-Unis, c'est connu sous le nom Spread the Curve, not the virus. Alors, nous allons maintenant passer à la troisième partie du cours de ce matin, qui est l'application de l'étude des équations différentielles pour la cinétique chimique. Finalement, on va voir, hein, je vous annonce déjà que les équations qu'on obtient sont similaires à celles des équations de l'épidémiologie. Alors, la cinétique chimique, de quoi il s'agit? Il s'agit d'étudier des réactions chimiques et puis d'être capable de prédire l'évolution du nombre de constituants en fonction du temps, des composés chimiques en fonction du temps. Alors, déjà, fixons un petit peu les notations. Donc, voici quelques exemples de réactions chimiques. La réaction de formation de l'eau à partir d'hydrogène et de dioxygène. Et puis, là, ici, une réaction en solution aqueuse. La dissociation des molécules d'eau en ion H3O+, et OH-. Plus généralement, c'est quand vous avez une réaction de type, voilà, 2 molécules de A plus 3 molécules de B vont réagir et donner une molécule de C, 2 molécules de D. J'ai besoin d'une notation pour unifier tout ceci. Donc, la partie gauche, les éléments qui disparaissent, on appelle ça des réactifs. La partie droite, celle qui apparaît, on appelle ça des produits. Et donc, quand on écrit ça symboliquement, tout dans un seul membre, on va mettre les réactifs, on va leur affecter un coefficient négatif, et les produits, un coefficient positif. Donc, plus généralement, si vous avez une réaction avec M composés chimiques, les composés CJ, eh bien, vous allez avoir une réaction, c'est juste une somme de NUI CJ qui vaut 0, ou NUJ, c'est ce qu'on appelle les coefficients stoichiométriques, c'est-à-dire c'est essentiellement les proportions de nombre de molécules. Il faut NU1 molécule C1 qui réagit avec NU2 molécule de C2, et puis qui va donner NU3 molécule de C3 et NU4 de C4. Hein. Voilà, donc les coefficients NuJ sont négatifs pour les composés chimiques qui disparaissent et sont au contraire NuJ positifs pour ceux qui sont créés pour les produits. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on réalise un bilan des espèces. Ce qu'on aimerait connaître, c'est quel est le nombre de molécules. Alors bon, je dis molécules, en fait, ça peut être des atomes, ça peut être des ions, enfin l'espèce chimique CJ. Combien y a-t-il de représentants de l'espèce chimique CJ à l'instant T? Donc, il y a autant de nombres à déterminer que d'espèces chimiques présentes dans la réaction. Donc, pour la réaction ici, il y aurait 3 espèces chimiques à déterminer, et pour celle-ci, il y en aurait 4. Alors, quand on est en solution aqueuse, il y a une petite variante, hein, donc ça c'est typiquement la notation, donc le NJ c'est quand on a plutôt des gaz. Quand on travaille avec des solutions aqueuses, on travaille plutôt avec des concentrations, donc on divise le nombre de molécules ou d'ions par le volume de la solution et le nombre d'Avogadro pour avoir une concentration en mol par litre. Mais essentiellement c'est la même idée, on est en train de mesurer un nombre d'entités chimiques. Alors, maintenant, pour faire le bilan, eh bien, l'idée c'est que les molécules elles vont réagir par paquets. Si vous voulez, on fait des paquets cadeaux où on va faire réagir NU1 molécules de type C1 avec NU2 molécules de type C2. Donc vous allez faire un paquet dans lequel vous allez mettre NU1 molécules de type C1 avec NU2 molécules de type C2. Tout le paquet va réagir et ça va vous fournir les produits correspondants. Alors, ce que les chimistes appellent l'avancement de la réaction, c'est le nombre de réactions chimiques, le nombre de paquets, si vous voulez, qu'on a pu faire. Donc on part au début de la réaction, xi vaut 0, aucune réaction n'a eu lieu. Et puis, à l'instant t, on suppose qu'il y a eu xi de t paquets, si vous voulez, de NU1 molécules qui ont réagi.
avec nu2, molécules de type C2, etc. Donc, quand je regarde la variation du nombre de molécules d'un certain type, eh bien, cette variation va être liée à la variation des autres types de molécules. Si vous regardez combien est-ce que j'ai eu de réactions en regardant uniquement la molécule de type 1, si j'ai un changement du nombre de molécules qui est, donc je passe de N1 de T0 à N1 de T, donc ça c'est le nombre de molécules C1 qui ont réagi. Si je divise par nu1, eh bien j'ai le nombre de paquets, le nombre de réactions qui ont eu lieu. Et donc ce nombre, il est égal au nombre de réactions impliquant la molécule 2, puisque les molécules de type 1 réagissent avec celles de type 2. Donc vous avez ainsi cette formule, cette grandeur est indépendante de l'élément, de l'espèce chimique que vous considérez. C'est la définition rigoureuse de l'avancement de la réaction. Et alors donc ça, je l'ai écrit en termes de nombre de molécules. Si au contraire vous êtes en solution aqueuse, vous prenez la définition suivante, où vous faites avec les concentrations. C'est la même propriété, vous avez juste divisé par la constante volume de la solution fois le nombre d'Avogadro. Donc cette formule qui est ici, soit celle-ci, soit celle-là, nous donne les formules suivantes. On est capable de prédire le nombre de molécules de type 1, de type 2, de type J, de type M, donc toutes les espèces chimiques. On peut connaître le nombre de représentants de chacune des espèces, ou en solution aqueuse, la concentration de chacune des espèces à partir de la valeur initiale, qui est écrite ici, plus nu-J fois Xi, donc nu-J fois l'avancement de réaction. Bien. Alors, l'avancement de la réaction, c'est quoi son profil? Son profil typique, c'est celui-ci. Initialement, c'est 0, la réaction n'a pas eu lieu. Puis la réaction s'amorce, elle se développe pleinement, et puis la réaction se termine, et donc l'avancement atteint une valeur limite. Alors, on voit que la vitesse de la réaction, c'est essentiellement xi', puisque vous voyez que la dérivée de xi nous exprime combien je vais avoir de nouvelles molécules, combien de nouvelles molécules sont créées par unité de temps, ou combien de molécules disparaissent par unité de temps. Donc ça, c'est juste pour la modélisation. N'importe quelle réaction peut être modélisée de cette façon. On a juste écrit le bilan de matière. Maintenant, ce qu'on aimerait faire, c'est être capable mathématiquement de calculer la valeur de xi. Alors, en chimie, on dit qu'une équation possède un ordre. Lorsque il existe des constantes alpha j et k, telles que la vitesse de la réaction soit proportionnelle, avec justement ce coefficient de proportionnalité k, au produit des concentrations élevé à différentes puissances, donc la concentration de 1 à la puissance alpha 1, concentration 2 à la puissance alpha 2, etc. Quand j'écris les concentrations avec les formules précédentes ici, eh bien on obtient une équation différentielle. Donc une réaction chimique qui possède un ordre, c'est une équation pour laquelle la vitesse de réaction se calcule à partir des concentrations sous cette forme. Donc le xi' est relié à xi par cette formule. Alors, c'est une bonne nouvelle, c'est une équation différentielle. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est une équation différentielle non linéaire, elle ne rentre pas dans le cadre des équations qu'on a vues, en tous les cas, dans la première partie. Elle a l'air un petit peu plus compliquée. Néanmoins, vous remarquez qu'elle ressemble un petit peu à l'équation qu'on avait eue en épidémiologie, puisque la dérivée est un produit de deux valeurs. Si je remets l'équation logistique qui était ici, la dérivée, c'est un produit de deux valeurs, première dépendant de m. Donc, on est effectivement dans une généralisation de l'équation logistique. Et de fait, on va avoir qu'on peut résoudre cette équation en général. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des produits de concentration avec certaines puissances? C'est l'idée que cela modélise la probabilité de collision entre réactifs, et donc plus cette probabilité est importante, plus la vitesse va être élevée.
Donc c'est la justification heuristique de ce genre de formule. Et en particulier, ça suggère que les valeurs de alpha J vont être positives pour les réactifs, et au contraire, l'ordre est 0 pour les produits. Évidemment, toutes ces petites règles-là, c'est ce qui se passe dans le cas général, et il y a toujours des contre-exemples. Et puis, il faut être conscient que dans les systèmes chimiques industriels, eh bien, là ici, c'est quand même un petit peu simplifié. Dans un système industriel, vous allez rajouter des réactifs alors que la réaction est en cours. Donc, dans ce cas-là, vous allez avoir des coefficients qui eux-mêmes vont commencer à dépendre du temps, hein, et pas seulement des valeurs initiales fixées une fois pour toutes. Et puis, deuxièmement, là, ce qu'on raconte, c'est avec une seule équation chimique. Mais dans un système industriel, vous allez avoir plusieurs réactions chimiques concurrentes. Donc vous allez avoir autant de paramètres xi, autant d'avancements que de réactions. Et donc un couplage entre toutes ces équations. Bon, c'est pas le but du jeu, mais c'est juste pour prendre conscience un petit peu des limites de la puissance et des limites de ce modèle. Le cas le plus simple, c'est celui où l'équation présente un ordre 1, par rapport à un seul constituant. On a on va supposer que tous les réactifs sont en très large excès. Et puis, il n'y a qu'un seul réactif, disons la molécule C1, qui est en défaut, donc elle va être amenée à disparaître. Et donc, si elle est d'ordre 1, l'équation va prendre une forme simplifiée. Alors, je vais juste aussi simplifier les notations, puisqu'il n'y a plus qu'une seule molécule à traiter, qu'un seul type de molécule à traiter. Donc, la concentration de l'espèce C1, je vais la noter CR de T, c'est la concentration du réactif R qui est en défaut. La valeur initiale, c'est 0. Et puis, comme c'est un réactif, le coefficient nu1, il est négatif. Donc, je vais l'appeler moins nu avec un coefficient nu positif. Donc, quand on fait ça, l'équation d'ordre qui est écrite ici, elle se simplifie. C'est juste xi' égale k fois la concentration à l'instant t, qui est concentration initiale moins ce qui a disparu au cours de la réaction. Et ça, c'est une équation du premier ordre, à coefficient constant. Vous voyez, je peux la réécrire exactement sous cette forme. Si je développe et je pose canuxi, je passe canuxi dans le membre de gauche. Et donc, étant de cette forme, eh bien, on peut la résoudre avec les techniques vues dans la première partie. On obtient cette formule pour l'avancement de la réaction. Et exercice à la maison, vérifiez effectivement qu'on obtient bien cette formule. Et donc, une fois que vous remplacez ça dans la valeur pour la valeur de la concentration du composé R, donc c'est C0 moins nu fois xi, on remplace xi dans cette formule et on obtient une décroissance exponentielle du réactif qui est en défaut. Donc une transition exponentielle entre sa valeur initiale et sa valeur finale qui est 0. Puis au contraire, les produits, donc Cj, vont eux apparaître de façon exponentielle. Alors bon, là j'ai mis ici, il y avait déjà une petite fraction présente dès le départ pour une raison quelconque. La concentration va simplement augmenter de nu jxi. Voilà, donc ça c'est le cas de l'ordre 1, c'est très facile à résoudre. Après, pour le cas général, je ne vais pas faire toute la théorie, vous la verrez quand vous ferez ça en chimie. Mais l'idée est très générale, c'est l'idée que nous avons mise en œuvre pour l'équation de l'épidémiologie. Dans le cas général, vous voyez l'équation de cinétique chimique, je la remets ici dans toute sa splendeur, xi' égale une fonction de xi. Donc, je l'écris de façon symbolique, xi', c'est une fonction de xi avec la valeur initiale nulle. Et donc l'idée pour calculer l'avancement de la réaction, pour résoudre cette équation, c'est de diviser les deux membres par f de xi. Donc vous voyez, vous obtenez xi' sur f de xi égale à 1. Et puis vous allez intégrer. Donc quand vous allez intégrer en temps, l'intégrale de 1, c'est t. Et ici, l'intégrale sur l'intervalle 0t de cette fonction, eh bien, on peut faire un changement de variable. Et on peut l'écrire sous cette forme. Et une fois qu'on l'a écrit sous cette forme, donc, vous voyez que ce qu'il faut connaître, c'est une primitive de la fonction 1 sur f. C'est ce que j'ai mis en œuvre quand on a fait l'épidémiologie. Je vous ai donné la primitive et on l'a vérifié ensemble.
Donc on va obtenir une équation de cette forme, où la valeur de la primitive en xi moins la valeur de la primitive en 0 doit être égale à t. Et donc une fois qu'on a obtenu cette équation, on peut, c'est une équation algébrique en xi, qu'on peut, dans les bons cas, résoudre et obtenir une formule pour l'avancement de la réaction. Et à défaut d'avoir une formule, on peut au moins la résoudre numériquement. Alors, on n'ira pas plus loin dans la théorie, on ne va pas exiger que vous sachiez faire ce genre de calcul, mais on en a vu un exemple en épidémiologie. Et je vous renvoie vers une page d'exemple d'application réaliste. Donc c'est la page Wikipédia sur la cinétique chimique et les taux de réaction, où vous voyez plein d'exemples. Donc là, voilà des exemples concrets d'équations présentant un ordre 1. Et puis, ils font une discussion sur les équations d'ordre 2. Par exemple, celle-ci présente un ordre 2 par rapport au dioxyde d'azote. Des réactions différentes, on obtient différentes formules en fonction de l'ordre. Et puis, il faut même être conscient qu'il y a certaines réactions qui ont des ordres fractionnaires. Ça existe. Des réactions qui peuvent avoir même des ordres mixtes. Des ordres négatifs avec une réaction avec l'ozone. Il discute aussi de la question de qu'est-ce qui se passe si on a une double réaction possible, donc dans un sens et dans l'autre. Dans ce cas-là, vous avez que la vitesse de la réaction prend la forme suivante, ça vous fournit à nouveau une équation différentielle. Des exemples de solutions. Et puis, vers la fin, il s'intéresse à la question réaliste. Dans un vrai réacteur chimique, il y a plusieurs réactions concurrentes. Donc, dans ce cas-là, ils font l'exemple avec deux réactions. Dans le premier cas, c'est l'espèce verte qui va être majoritaire à la fin, alors que dans le deuxième cas, c'est l'espèce orange qui va être majoritaire, ou au contraire, dans le dernier cas, les deux espèces seront substantiellement présentes. Voilà, donc tous ces cas-là sont discutés en détail, donc je vous invite à le regarder pour la culture. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez vous loguer sur le forum, sur EPREL, et on pourra en discuter ensemble. Merci.